On va commencer ce journal par la tension entre les États-Unis et l'Iran et par une information diffusée dans la nuit par le New York Times. Oui, effectivement, Ilana, selon cette information, le président américain Donald Trump aurait l'intention de lancer dans les prochains jours une attaque limitée contre le régime iranien si le prochain round des négociations prévu et annoncé jeudi à Genève devait échouer. Et ce n'est que dans plusieurs mois, si les Iraniens devaient persister dans une approche réfractaire, qu'une opération militaire plus vaste pourrait être lancée contre le régime. Cependant, une décision ferme n'a pas encore été prise à la Maison-Blanche. Hier, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est montré très optimiste quant aux chances de parvenir à un accord avec les États-Unis. J'espère que jeudi, nous pourrons parvenir à un accord rapide, a dit Araghchi la nuit dernière lors d'interviews aux médias américains. Et puis dans le cadre des négociations entre l'Iran et les États-Unis, l'administration pourrait lâcher un peu de lest dans le dossier nucléaire. Oui, l'administration américaine pourrait valider une proposition de l'AIEA selon laquelle l'Iran pourrait avoir la possibilité d'enrichir une très faible quantité d'uranium à un très faible taux, et ce pour permettre au régime iranien de prétendre qu'il n'a pas renoncé au simple principe de l'enrichissement de son uranium. Je vous rappelle que le chef de la diplomatie du Sultanat d'Oman a annoncé donc la tenue d'un nouveau round de pourparlers jeudi à Genève avec la participation exceptionnelle du directeur de l'AIEA, un round qui serait la dernière opportunité pour les Iraniens. Hier, le président iranien Pezeshkian a affirmé qu'il y avait eu des indices favorables lors du dernier round de pourparlers avec les États-Unis. Et puis c'est sur fond de ces tensions entre les États-Unis et l'Iran que le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier soir. Oui, au cours de cette réunion, il a été longuement question des menaces iraniennes. Côté israélien, on reste très vigilant face à l'éventualité d'une attaque américaine en Iran. Et l'on affirme que si le régime iranien devait tirer des missiles balistiques en direction du territoire israélien, la riposte de Tsahal serait rapide et massive. À noter qu'au sein de l'armée israélienne, on conserve un haut niveau d'alerte tout en poursuivant des manœuvres militaires et des entraînements réguliers. On a appris hier que l'Iran et la Russie, Daniel, avaient signé en décembre dernier un accord sur l'acquisition par Téhéran de missiles solaires. Oui, c'est le Financial Times qui l'a révélé. Il s'agit d'un accord qui a été conclu en décembre dernier pour un montant de 500 millions d'euros. L'objectif de Téhéran est de se doter de systèmes de protection contre des attaques aériennes ennemies. Cependant, les experts expliquent que ces missiles sont portables, qu'ils ne peuvent toucher leur cible qu'à proximité des zones de lancement et donc le plus souvent hors de portée des avions de chasse américains ou israéliens qui tirent, il faut le rappeler, leurs missiles très loin de leur cible. De même, ces systèmes russes ne seront fournis au régime iranien qu'en 2027, ce qui signifie que cet accord n'aura pas d'impact direct sur la confrontation qui se profile entre Washington et le régime de Téhéran. Et puis côté israélien, on est de plus en plus mécontent du comportement de la FINUL au sud Liban ces derniers mois. Oui, selon Israël, les soldats de la FINUL ont adopté une approche résolument hostile envers Israël et l'armée israélienne, tant dans les communiqués de presse qu'ils diffusent que dans la coopération avec l'armée libanaise. Lors de consultations sécuritaires avec des responsables américains, des officiers supérieurs de Tsahal se sont plaints et ils auraient demandé de pouvoir être en contact direct avec l'armée libanaise sans la médiation de la FINUL. Selon ces officiers israéliens, si l'armée libanaise se montrait plus efficace dans le désarmement du Hezbollah, une telle coordination directe sans l'intervention de la FINUL serait bien possible. Un jeune soldat israélien est mort hier dans la localité d'Azor, près de Tel Aviv. Oui, ce jeune soldat israélien de 18 ans, Ori Meshtayev, était combattant dans les unités de garde-frontières. Il a été grièvement blessé à la tête après qu'un coup de feu soit accidentellement parti de l'arme qu'il manipulait avec un de ses camarades. La police a ouvert une enquête pour tenter de déterminer les circonstances de ce drame. Le père du jeune soldat est un des responsables des unités de pompiers et de secours israéliens. Enfin, l'enquête sur l'ex-procureur militaire général, la Cour suprême, Daniel, a donné l'ordre de remettre le dossier au parquet. Oui, la Cour est allée plus loin. Elle a demandé à la conseillère juridique du ministère de la Justice, Yael Koutik, de désigner un membre du parquet qui sera chargé du dossier, qui aura donc l'autorité pour inculper ou disculper l'ex-procureur dans la fameuse affaire de la vidéo de Sdeteman. Cette décision a été prise à la suite d'un recours déposé par le Mouvement pour la qualité du pouvoir, une ONG proche de la gauche israélienne.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps printanier, c'est terminé pour cette semaine, en tout cas apparemment. Les températures, vous allez le remarquer en mettant le nez dehors, ont baissé et une sérieuse perturbation doit arriver cet après-midi et ce soir dans le nord, puis dans le centre et le sud du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, Ashdod et Netanya, 18 à Beersheva et 22 à Eilat. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je posais la question à nos auditeurs de savoir à quel jeu joue actuellement le président américain Donald Trump et comment vous expliquez cette phrase stupéfiante prononcée hier par Witkoff, Steve Witkoff, l'émissaire du président américain, selon lequel le président américain aurait été surpris, même frustré de voir que malgré toute l'armada qu'il a amassée au Proche et Moyen-Orient, les Iraniens ne semblent pas vouloir céder dans leurs revendications, que ce soit dans le dossier du nucléaire iranien ou dans d'autres dossiers. Premièrement, il faut s'entendre sur le sens de votre expression, à quel jeu joue Trump. Il est clair que Trump, en l'occurrence, ne joue pas comme un enfant jouerait à la marelle. Mais en revanche, il est vrai qu'il y a un jeu dont la mise est extrêmement forte. On peut dire, et il a été dit, que cette crise iranienne et la façon dont le président américain s'est engagé pour la résoudre, c'est tout simplement le plus grand pari, la plus grande mise de jeu, la plus grande mise de fond de toute l'ère Trump. Soit Trump gagne cette partie, soit il ne la gagne pas. Son image définitive dans l'histoire, qui est déjà une image assez hors du commun, mais son image définitive dans l'histoire sera fixée par ce qui va se passer à propos de l'Iran dans les jours ou les semaines qui viennent. Elle n'est pas écorchée déjà, cette image, Michel, ne serait-ce que si par exemple j'étais un simple opposant iranien, j'aurais beaucoup de mal à croire en la parole de Donald Trump qui disait vous savez, les simples opposants iraniens, leur avis compte très peu dans cette affaire. Ils savent que l'Amérique a des moyens. Ils peuvent avoir le sentiment que l'Amérique va intervenir. Il faut bien se représenter qu'en Iran, on a, pour des raisons évidentes, on n'a qu'une image extrêmement décalée, modifiée de ce qui se passe à Washington, ce qui se passe dans les négociations entre Washington et Téhéran. Donc pour l'instant, je pense que ce genre de considération ne joue pas. En revanche, vous avez raison et hautement raison sur un autre point, c'est-à-dire que si après s'être engagé, après avoir déployé cette formidable armada, là encore citons le président Trump lui-même, au Moyen-Orient, si on n'arrive pas à un résultat spectaculaire, bien entendu, c'est la crédibilité d'abord personnelle du président Trump qui sera fortement atteinte, et c'est aussi la crédibilité globale des États-Unis en tant que superpuissance. Les États-Unis peuvent s'en remettre. Pour le président Trump et son administration, évidemment, ce serait beaucoup plus difficile. Mais ce que je vous propose tout simplement, c'est d'essayer de comprendre ce qui se dit aujourd'hui autour du pouvoir. Alors, il y a eu un article paru hier dans le New York Times qui est très intéressant parce que voilà, d'abord, il y a une mise en scène autour de cet article. La rédaction du New York Times dit: notre article a été fondé sur des discussions approfondies avec beaucoup de gens qui sont dans l'entourage direct du président Trump et qui se sont exprimés devant nous sous réserve d'anonymat. Une mise en scène comme cela généralement signifie nous sommes en train d'écrire ce que l'administration
nous a demandé d'écrire. Généralement, c'est ça que ça veut dire. Oui. Ça peut évidemment signifier je monte un enfumage médiatique, mais c'est peu probable. C'est valable. Que ce soit le deuxième cas. C'est valable aussi dans le cas du New York Times, quand on connaît les relations entre le New York Times et l'administration Trump, qui ne sont pas. Oui, mais le New York Times, surtout dans une affaire de ce genre, je suppose que le New York Times a voulu quand même préserver son image de journal ultime de référence. On peut penser ce qu'on veut du New York Times, mais enfin, il garde encore cette image aux États-Unis et dans le monde. Donc, ce qui va se dire dans le New York Times va être regardé de près. Et ce que le New York Times dit, c'est que d'après ces mystérieux informateurs, qui semblent tous avoir été extrêmement proches du président, de ses conseillers. D'ailleurs, dans l'article, on relate l'atmosphère des discussions qu'il y a autour du président sur les décisions à prendre sur l'Iran. Et ce que l'on dit, c'est que on laisse entendre que pratiquement les États-Unis, le président Trump lui-même, aurait pris la décision de frapper l'Iran. Maintenant, il y a 4 scénarios qui sont évoqués dans cet article. Le premier scénario, c'est que d'abord, il y a une idée générale qui est intéressante. Cet article dit que on s'achemine vers un processus en 2 étapes. C'est-à-dire qu'il y aurait, s'il y a affrontement armé, il y aurait une première frappe suivie un certain temps après par une deuxième frappe beaucoup plus puissante contre l'Iran. C'est un détail concret, je dirais presque matériel, qui peut avoir une certaine importance dans le contexte actuel. Mais il parle de 2 frappes, mais avec un espace de plusieurs mois même. C'est-à-dire que une première frappe limitée pour essayer de ramener les Iraniens à baisser, on va dire, rabaisser leurs exigences dans les négociations. Et si ça ne marche pas, eh bien, dans quelques semaines, voire quelques mois plus tard, alors une opération beaucoup plus massive. C'est de ça dont il est question, n'est-ce pas ? Il semble, d'après la manière dont, encore une fois, les journalistes du New York Times s'expriment, il semble que, d'abord, l'écart n'est pas nécessairement aussi étendu entre les 2 opérations, et il semble que l'idée qu'il y aura nécessairement 2 opérations semblerait sous-tendre désormais les décisions à la Maison-Blanche. Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario selon lequel une attaque américaine, qui peut être la première frappe que nous évoquons, pourrait se produire dès jeudi ou dès le week-end. Pourquoi dès jeudi et dès le week-end ? Parce que jeudi est le jour où, en principe, les émissaires américains, donc il s'agit de Witkoff et de Jared Kushner, devraient à nouveau rencontrer les Iraniens et obtenir une réponse à ce qui est en fait un ultimatum américain. Si la réponse n'est pas satisfaisante aux yeux des Américains, dit toujours le New York Times, donc il y a de fortes chances que une première frappe ait lieu immédiatement après. Ensuite, il y a d'autres scénarios, y compris un scénario qui est considéré comme le moins bon de tous les scénarios, c'est-à-dire une prolongation pendant des mois du blocus de l'Iran et du siège militaire de l'Iran pour un très grand nombre de raisons, y compris d'ailleurs des raisons liées à la politique intérieure américaine, puisqu'on s'approchera de plus en plus des élections de la mi-mandat qui auront lieu en novembre prochain. C'est la moins bonne de toutes les options. Entre ces 2 options, l'option immédiate et l'option à très long terme, il y a d'autres options qu'analyse également le New York Times. Alors je voudrais revenir avoir votre appréciation sur un point important, parce que on comprend, il y a beaucoup de tensions dans l'entourage du président américain, et il y a des conseillers qui lui donnent des avis, on va dire, divergents, assez nettement divergents. On en a parlé, je crois même avec vous précédemment.
à savoir, on parle on va dire de l'axe Kouchner-Witkoff, qui est plus proche, on va dire, de l'Arabie Saoudite, qui d'ailleurs apparemment a changé son fusil d'épaule et serait favorable à l'élimination du régime. Ce sont les dernières informations de la nuit dernière. Il y a Marco Rubio, qui lui est favorable à une offensive, et puis il y a, on va dire, l'aile J.D. Vance, on va dire les isolationnistes, qui eux ne veulent surtout pas d'opération pour l'instant, justement parce que cela pourrait porter tort au Parti républicain en perspective des mi-termes. Qui est le plus fort actuellement aujourd'hui dans l'entourage du président Trump ? Alors, nous allons commencer par Marco Rubio. Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État. Donc, le secrétaire d'État aux États-Unis, il faut comprendre ce que c'est. C'est le ministre des Affaires étrangères, mais c'est aussi le troisième personnage constitutionnellement de l'État après le président et le vice-président. Donc, c'est un personnage tout à fait important. Donc, Marco Rubio a consolidé fortement son image depuis un an. Il a à son actif l'opération Maduro qu'il avait annoncée, qu'il avait préparée et qui s'est soldée quand même par l'enlèvement spectaculaire du président vénézuélien, son comment dirais-je, son transfert aux États-Unis pour être déféré à la justice américaine. Il a la confiance d'une partie très importante, disons, des membres de la communauté stratégique militaire et stratégique aux États-Unis. Il est certain que pour Marco Rubio, il est vital de gagner, de sortir vainqueur de la crise iranienne. S'il sort vainqueur de la crise iranienne, il a un destin présidentiel devant lui. En face, vous avez effectivement J.D. Vance, qui est le vice-président, qui est vice-président, et ça c'est un grand atout dans l'après-Trump, mais d'un autre côté, c'est un vice-président qui est contesté et qui, pour en quelque sorte conserver une base politique, a eu tendance au cours des dernières semaines, des derniers mois, de se rapprocher d'une tendance très très extrémiste à droite de l'administration Trump. Mais encore une fois, selon les sources citées par le New York Times et selon d'autres sources, il n'y aurait pas de désaccord fondamental. C'est-à-dire que l'idée qu'il faille à un moment ou un autre user de la puissance américaine contre l'Iran, donc ouvrir le feu contre l'Iran, cette idée est acceptée aussi bien par Marco Rubio, qui en est un partisan affirmé, que par J.D. Vance. La question, c'est qu'une fois que l'on tire, une fois que le feu est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors justement, je vais rebondir là-dessus, Michel, parce que je vais vous poser une question par rapport à Israël. Une fois que le feu est ouvert, on a de bonnes raisons de penser que les Iraniens riposteront en tirant en direction du territoire israélien, ce qui fera rentrer l'armée israélienne dans la confrontation. Et là, est-ce que finalement, il ne risque pas d'y avoir des tensions entre les Américains et les Israéliens sur les objectifs? C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël rentre en guerre et bombarde des positions, bien, les Israéliens, eux, ont intérêt le plus rapidement possible à se débarrasser du régime. Et est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait à ce moment-là plus que des tensions entre l'administration américaine et les Israéliens? Vous vous rappelez que on avait parlé exactement dans les mêmes termes de tensions et non pas de tensions possibles, mais de tensions qui étaient réelles, que l'on croyait, dont on croyait qu'elles étaient réelles entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump avant les opérations de juin dernier, la guerre des 12 jours. Donc, je crois qu'il faut être très prudent. Ce qui est absolument indiscutable et indiscuté, c'est que s'il y a une opération militaire américaine contre le régime iranien, aujourd'hui, il y aura une imbrication très forte sur le plan opérationnel avec Israël.
parce que Israël, dans cette affaire, n'est pas tout à fait un junior partner. Les Israéliens ont une infrastructure, et ils l'ont montré, une infrastructure au sein de l'Iran tout à fait exceptionnelle et qui est en fait un des grands atouts stratégiques, à part la puissance de feu des Américains. Alors ça c'est pour ce qui est d'Israël. Je voudrais avoir votre appréciation, parce qu'on approche de la fin de cette interview, je voudrais avoir votre appréciation sur l'interview qu'a donné l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, à Tucker Carlson, une interview assez stupéfiante dans laquelle on voit les fossés qui se dressent, la profondeur du fossé entre l'approche, on va dire, extrêmement pro-sioniste de certains évangélistes, comme Mike Huckabee, et de l'autre côté, on va dire, l'approche presque viscéralement antisémite de certains suprémacistes comme Carlson. Alors pourquoi d'abord l'ambassadeur Huckabee a accordé cette interview? Huckabee est, si j'ose dire, dans le civil, c'est un pasteur évangélique, c'est un homme de religion. Et donc, il a accepté le principe de cette interview, en fait, pour, à travers cette interview, toucher le public habituel de Carlson et pour dire, écoutez, personne n'est plus chrétien et personne n'est plus à droite que moi, et moi je vous dis, ce que raconte Monsieur Carlson, c'est l'opposé de ce que doivent penser les gens de droite aux États-Unis, et ce n'est pas chrétien, c'est anti-chrétien. Voilà pourquoi Huckabee a accepté de donner cette interview à ce personnage. Et vous avez l'impression qu'il y est parvenu, ou alors au contraire c'est Carlson qui a révélé, on va dire, l'ampleur de son antisémitisme primaire, on va dire presque. Il y a deux publics autour de Carlson. Il y a un public tellement fanatique qu'on ne pourra jamais le retourner, mais il y a, et ça c'est beaucoup plus important, et c'est à mon avis le public que visait Huckabee, il y a un public beaucoup plus large, disons très conservateur, très à droite, très chrétien, qui n'adhère peut-être pas à tout ce que dit Carlson, mais dit il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Carlson. En gros, nous connaissons ce genre de réaction. Je crois que Huckabee a voulu toucher cette catégorie-là de l'audience de Carlson pour leur dire, écoutez mes amis, je suis pas si loin que ça de vous, mais vous vous trompez totalement avec Monsieur Carlson, et de ce point de vue-là, j'ai le sentiment tout de même que l'interview très courageuse de Huckabee va porter. De toute manière, nous avons des indications assez précises sur l'audience réelle de Carlson et de Candace Owen, etc., dans les marges les plus à droite de l'opinion américaine. Numériquement, ça représente pas grand-chose. Il y a des sondages qui indiquent il y a toujours quand même un soutien pour Israël assez puissant, très puissant même, dans l'ensemble du camp républicain, des électeurs républicains. Malheureusement, les élections se jouent quelquefois sur quelques points seulement. Et je crois que si Carlson mène sa campagne, et s'il est probablement payé d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, pour faire ce job, c'est pour des raisons politiques et politiciennes. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier des négociations entre les Américains et les Iraniens. Donc, selon votre appréciation, il est possible que si les négociations, le dernier round des négociations à Genève échoue, eh bien, il y aura une opération militaire américaine très, très rapidement. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier, et également sur cette relation, on va dire, entre l'aile droite, les évangéliques et et on va dire les suprémacistes, si on peut résumer ainsi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Michel.
À bientôt. Samedi, la rapporteuse très spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, m'a désignée comme ennemi commun de l'humanité. Dimanche, j'ai écrit l'histoire en devenant le premier Israélien à participer au prestigieux NBA All-Star Game à Los Angeles. J'étais euphorique en arrivant sur le parquet, mais en regardant vers les tribunes, je me suis figée. Spike Lee ne portait pas les couleurs orange et bleu de son équipe favorite comme il en a l'habitude. Pour l'occasion, il avait choisi une tenue bien spéciale. Un pull au motif kéfier et un sac à bandoulière aux couleurs du drapeau palestinien. Je me suis demandé ce qu'il était en train de faire. Je me suis demandé à quoi il avait pensé en se préparant devant son miroir. Lui, le réalisateur oscarisé de 68 ans, n'avait-il rien d'autre à faire que de vouloir gâcher la fête à un gamin comme moi, amoureux du basket comme lui ? Dimanche encore, je me promenais au musée Reina Sofia de Madrid, quand des visiteurs se sont mis à me traiter d'assassin et de tueur d'enfants. Un gardien du musée s'est alors approché, mais au lieu de réprimander les importuns, c'est moi qui l'ai expulsé du musée. Lundi, j'ai réalisé mon rêve, celui pour lequel je me suis battue pendant 12 ans. J'ai emmené la première équipe israélienne de bobsleigh aux Jeux Olympiques. Mais pendant que je dévalais la piste, il s'est passé quelque chose d'étrange. Le commentateur sportif de la télévision suisse n'a fait aucun commentaire sportif. Pas un mot sur ma technique, ma vitesse et mes années d'entraînement. Au lieu de ça, il avait soigneusement préparé ses notes et méthodiquement, il s'est mis à pointer mon amour pour mon pays, à m'accuser de soutenir un génocide et à questionner mon droit à participer aux Jeux Olympiques. Mardi, j'étais en Thaïlande pour me détendre et faire la fête. Mais en sortant d'une boîte de nuit, j'ai entendu hurler en arabe « Égorger les Juifs ». Et là, des barbares se sont jetés sur moi. Ils m'ont cassé des côtes, ils m'ont cassé une vertèbre et m'ont cassé des dents. Mercredi, j'ai accidentellement tué mon frère d'armes à Gaza dans cette guerre de défense interminable que ni lui ni moi n'avons choisie. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je porterai ce deuil et cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Vendredi, en Australie, en plein Shabbat, un homme a délibérément foncé avec son véhicule sur le portail de la grande synagogue de Brisbane, 2 mois après l'attentat meurtrier de Sydney. Vendredi encore, j'étais en Lituanie pour participer à un championnat de boxe thaï. Depuis plusieurs jours, mon adversaire d'origine turque me menaçait sur les réseaux sociaux. Des menaces tellement sérieuses qu'on avait dû renforcer ma sécurité. Puis est venue la pesée officielle à la veille du combat. Et là, il s'est jeté sur moi, a tenté de m'étrangler et m'a donné un coup de pied. Voilà, c'était une semaine ordinaire dans ma vie de peuple juif. Alors vous me direz, ça fait beaucoup pour une seule semaine. Ça fait beaucoup pour un seul peuple. C'est vrai, ça fait beaucoup. C'est vrai, j'aurais 1000 raisons de sombrer dans le désespoir, la victimisation, la haine et la rancœur. Mais après 3000 ans, il faut se rendre à l'évidence. La haine et la victimisation, c'est pas mon truc. Alors une nouvelle semaine s'offre à nous sur cette terre. Vous, comme depuis la nuit des temps, vous continuerez à me haïr et à détruire. Et moi, comme depuis la nuit des temps, je continuerai à aimer, à rêver, à bâtir et à innover. Am Israël, Chai. Et nous allons commencer ce matin cette revue de la presse israélienne par le Israël Hayom, qui ce matin encore consacre sa manchette aux tensions entre l'Iran et les États-Unis. Dernière occasion, titre en manchette le Israël Hayom, en nous montrant une photo d'un avion de chasse sur le porte-avions Lincoln. Cette dernière occasion devrait être le nouveau round de pourparlers entre Américains et Iraniens, le 3e, qui devrait se tenir jeudi à Genève. En sous-titre, le Israël Hayom parle des Américains qui perdent patience et de l'entourage de Donald Trump qui est partagé à propos
propos d'une opération militaire contre le régime iranien. Le journal nous annonce aussi un changement d'approche soudain, celui des Saoudiens, qui désormais serait favorable à l'élimination du régime des Mollahs. Enfin, une estimation qui se rapporte à Israël, le rythme de lancement des missiles balistiques iraniens en cas d'attaque contre Israël devrait être bien plus lent qu'en juin dernier. Pourquoi ? Eh bien, apparemment parce que la présence de systèmes de défense américains sophistiqués devrait réduire ce rythme. Le Yediot Ahronoth consacre ce matin un titre au sommet de sa première page au dossier iranien, mais c'est un titre, on va dire, plus discret que celui du Israël Hayom, pas une manchette. Le Yediot Ahronoth parle de rengaine dans l'état d'alerte. D'un côté, le président Trump continue d'acheminer des forces dans la région, mais de l'autre, eh bien, il continue d'opter pour un nouveau round de négociations avec les Iraniens. Le Yediot indique que l'annonce de ce nouveau round de pourparlers à Genève a surpris les Israéliens, mais à Jérusalem, on reste persuadé que les Iraniens font traîner les discussions. Le Yediot mentionne le retour en grâce d'Ali Larijani, qui est devenu de facto le numéro 2 du régime après en avoir été écarté, tandis que le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, prépare l'armée israélienne à une confrontation avec l'Iran sans que cela n'interfère sur les entraînements réguliers de l'armée, donc un peu partout à travers le pays. Quant au Maariv, eh bien, il parle d'une démarche en 2 temps de la part du président américain. Donald Trump pourrait lancer dans les prochains jours, c'est-à-dire après un éventuel échec des pourparlers de jeudi, une opération militaire limitée contre le régime des Mollahs, mais conserver l'option d'une vaste attaque pour plus tard, au cas où les Iraniens persisteraient dans leur politique réfractaire. Et ce, même donc dans plusieurs mois. C'est en tout cas ce que révèle ce matin le New York Times, qui est répercuté par le Maariv et même par d'autres sites d'information comme le site Ynet, qui avance en page d'ouverture l'hypothèse d'une attaque limitée en Iran dans les prochains jours et qui mentionne lui aussi le New York Times. Qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin dans le Israël Hayom sur les derniers développements dans ce dossier iranien ? Meir Ben Shabbat, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, considère que Donald Trump doit au plus vite mettre un terme à des négociations sur un accord avec l'Iran qui ne serait pas un véritable accord de reddition. Il précise que du point de vue israélien, le meilleur moyen de faire face aux menaces du régime iranien, eh bien, c'est d'œuvrer à sa chute. Et la réalité qui s'est installée avant même les tensions actuelles renforce un certain optimisme à ce sujet. Danny Zaken parle lui de changement brusque d'approche de la part des Saoudiens et il explique à Riyad: on a compris que les Iraniens faisaient traîner délibérément les pourparlers sans avoir pour objectif de parvenir à un véritable accord. Shahar Kleinman lui explique qu'en dépit de sa situation fragile, le régime iranien continue à se préoccuper de ce qui se passe en Syrie. Et enfin, Benny Sapti, l'expert du dossier iranien numéro 1 en Israël, constate le retour en grâce d'Ali Larijani qui prouve, selon lui, la faiblesse actuelle du pouvoir à Téhéran. Ce matin, dans la page éditoriale du Yediot Ahronoth, Madar Perry nous fait partager le dilemme du roi Abdallah de Jordanie. Le petit roi hésite actuellement entre son désir de rester en dehors de toute confrontation entre les Américains et les Iraniens, de crainte bien entendu d'en subir les conséquences, et de l'autre côté, son engagement aux côtés d'une administration Trump qui peut lui offrir le soutien économique dont il a absolument besoin pour stabiliser son pouvoir. Jusqu'à ce que Trump prenne une décision dans le dossier iranien, le souverain hachémite risque de passer quelques nuits blanches. Le Israël Hayom se penche ce matin sur l'interview stupéfiante de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, par Tucker Carlson. Une interview qui, selon le Israël Hayom, révèle l'enracinement d'un antisémitisme classique dans la réalité américaine, un antisémitisme qui est porté par des suprémacistes tels que Carlson et qui n'hésite pas à condamner Israël à tout bout de champ. Pour le Israël Hayom, Tucker Carlson va jusqu'à ébranler le puissant courant chrétien sioniste des évangélistes. Selon le docteur Yoav Rumer, Carlson fait partie de ces Américains suprémacistes qui ont toujours considéré que les Juifs américains avaient beaucoup trop de pouvoir. Le Israël Hayom brosse autour de son interview avec l'ambassadeur Huckabee un portrait effrayant de ce personnage qui a une influence réellement néfaste sur l'ensemble de l'administration Trump et même Ariel Kahana détaille dans son analyse les mensonges de Carlson qui se plaint et affirme à quel point Israël va bien alors que son pays, l'Amérique, elle, va mal.
Ce matin, l'éditorial de Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot est purement politique. Il se rapporte à l'opposition israélienne qui est de plus en plus morcelée et à Mansour Abbas. Barnea d'écrire ce matin, alors que les leaders de l'opposition se demandent s'ils iront aux prochaines élections séparément ou bien dans un bloc puissant et unifié dont il faudra déterminer le chef de file, une constatation s'impose. Ces leaders de l'opposition, à l'exception de Yair Golan, semblent préférer Smotrich et Ben Gvir à Mansour Abbas, alors que pour Barnea, les deux premiers ne peuvent pas se définir comme sionistes, mais le troisième, Mansour Abbas, lui, l'est certainement plus. Fin de citation. Et par ailleurs, le Yediot Aharonot et Yuval Karni annoncent le retour imminent du parti Chasse au sein du gouvernement. Ils avancent une explication. Les orthodoxes séfarades comprennent que l'on approche à grands pas des élections et ils veulent pouvoir faire leur campagne électorale à partir de leur puissant ministère plutôt qu'à partir de leur simple fauteuil de député à la Knesset. Chasse espère par ailleurs que la loi sur la conscription des élèves des yeshivot sera présentée et votée sous peu à la Knesset. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par un titre que l'on retrouve en évidence dans les sites d'information israéliens ce matin. Ce titre se rapporte au dossier de l'ex-procureur militaire général Ifat Tomer Yerushalmi, dont on n'avait pas parlé depuis plusieurs mois. Sachez que la Cour suprême a ordonné hier à la conseillère juridique du ministère de la Justice de trouver, d'ici une semaine, à toute vitesse donc, un haut fonctionnaire du parquet israélien qui prendra la responsabilité de ce dossier et c'est ce responsable du parquet qui devra alors décider s'il y a oui ou non suffisamment de preuves pour inculper l'ex-procureur militaire général dans la fameuse affaire de la vidéo de Sde. Témoigne une décision de la Cour suprême prise hier mais qui ne manquera pas de susciter dès aujourd'hui une véritable polémique en Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gérard Vespierre. Bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Kalita. Nous vous avons sollicité, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue et que nous vous avons sollicité parce qu'on voulait un peu mieux comprendre la teneur de cet accord qui a été rendu public. Il a été conclu apparemment en décembre dernier. Un accord de vente d'armes, de missiles entre l'Iran et la Russie. Alors, expliquez-nous, on parle de 500 millions de dollars. Quelle est la teneur de cet accord? Comment cet accord d'abord a été ficelé et ensuite on va essayer de voir un peu quel est son impact sur ce qui se passe actuellement dans la région. Alors, il a été effectivement signé en décembre 2025. Donc, Daniel, ça veut dire que les préparatifs ont certainement débuté après la guerre des 12 jours. Donc, dans l'optique d'avoir un renouvellement de la défense anti-aérienne iranienne. Alors, si on regarde les performances de ce système, c'est un système de défense à courte portée. Les missiles dans le code OTAN SA-29 ont une portée de 4 à 6 kilomètres. Donc, voyez-vous, il faut avoir ce dispositif à côté vraiment d'une cible potentielle. Et deuxièmement, ces caractéristiques font qu'il est adapté à la destruction d'avions de préférence subsoniques, donc d'hélicoptères, de drones lourds. Mais ce sont pas du tout ces matériels qui sont utilisés par Tsahal et donc l'armée de l'air israélienne ou l'armée de l'air ou de la marine américaine pour intervenir à l'intérieur de l'Iran. Oui, c'est ça, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que, c'est-à-dire lorsque les Israéliens ou les Américains tirent des missiles pour frapper des cibles en Iran, il est souvent probable que d'abord ils sont à une altitude extrêmement élevée ou même ils ne sont peut-être même pas dans le domaine, on va dire, du territoire iranien. Absolument. Donc, les avions ne pénètrent pas forcément, effectivement, israéliens ou américains dans l'espace aérien iranien. Ils larguent leurs missiles à hauteur des frontières ou juste avant d'arriver, plusieurs centaines de kilomètres de portée, donc vitesse supersonique en arrivant au sol. Donc, les matériels dont nous venons de parler ne sont pas du tout adaptés au matériel de frappe ou bien israélien ou américain. Alors, comment expliquer l'annonce faite aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit pour les Iraniens d'essayer de jouer les gros bras un peu, de dire nous aussi, on est capable
d'intercepter vos missiles, vos avions, vos hélicoptères? Alors, deux éléments de réponse à ce sujet. Je pense que la source de cette information vient des États-Unis, n'est-ce pas? Elle vient du Financial Times. Donc, oui. Si il y a des Iraniens derrière, c'est vraiment par un jeu de billard fort compliqué. Mais deuxièmement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à diffuser ce genre d'informations parce que ça pourrait vouloir dire que comme la mise en place de ces missiles de défense antiaérienne vont intervenir en 2027, 2028, 2029, il faudrait peut-être mieux taper et frapper plus tôt. Donc je ne vois pas du tout l'intérêt effectivement de cette divulgation d'informations autre que d'accompagner l'ensemble de la communication du régime, à force de montrer des visites de caches souterraines remplies de missiles, de faire des manœuvres dans le détroit d'Ormuz et de faire des manœuvres avec l'allié russe au moyen de 2 ou 3 bâtiments militaires. Alors justement, l'allié russe, il a intérêt à être, à prendre part aujourd'hui à la confrontation qui se profile entre l'Iran et les États-Unis, c'est-à-dire parce que le fait d'annoncer aujourd'hui ce marché, ça donne le sentiment, alors que on peut supposer que Trump et Poutine pourraient adopter une position, on va dire, de neutralité mutuelle, ça implique ça met les Russes un peu plus en avant, on va dire, dans une confrontation qui ne les concerne pas obligatoirement. Ben, n'oublions pas qu'il y a des traités d'alliance stratégique entre la Russie et l'Iran. Or, pendant la guerre des 12 jours et même avant, la Russie a été complètement absente, n'est-ce pas, de soutien de quelque type que ce soit à son allié stratégique iranien. Deuxièmement, quand le régime syrien de Bachar el-Assad est tombé, à part le fait d'accepter le président syrien déchu à Moscou, il n'y a pas eu vraiment de contribution à empêcher au cours à la fin de l'année 2024, donc la chute du président syrien. Donc on peut s'interroger, les alliés de la Russie peuvent s'interroger sur à quoi sert une alliance avec la Russie. Et on peut ajouter... Avec l'Iran. Voilà, on peut ajouter le Venezuela, n'est-ce pas, qui est dans l'orbite donc de l'alliance russe. Donc il faut à un moment, effectivement, quand même peut-être que le Kremlin montre un petit peu le bout du nez, et d'où l'intervention, je crois, d'un seul bâtiment russe pour faire une manœuvre avec la flotte des gardiens de la Révolution ou quelques embarcations du gardien de la Révolution, donc de la force maritime, et puis donc le dévoilement de ce contrat qui est totalement inadapté. Alors, je ne peux pas dialoguer avec vous aujourd'hui sans avoir votre appréciation sur ce qui se passe du côté des Américains, cette forme, ces déclarations qui ont été rapportées de Steve Witkoff, selon lesquelles eh bien Donald Trump serait presque frustré de voir que les Iraniens ne se sont pas pliés à son armada, l'armada qu'il a déployée dans le Golfe Persique et qu'il est en train de déployer. Vous avez une explication, on va dire, rationnelle à ce genre de déclaration? Comment vous l'expliquez? Écoutez, ce que l'on voit depuis quelques, je dirais, 13-14 mois que Trump est intervenu au niveau donc de son élection réelle, donc depuis le 20 janvier de l'année dernière, il n'y a pas eu vraiment, je dirais, de surprise. C'est lui qui était à l'origine des mouvements, n'est-ce pas? À l'origine des mouvements où il a déplacé un pion vers le Canada, un pion vers le Groenland, une attaque au Venezuela. Cette fois-ci, il est, je dirais, pas à l'initiative. Le développement de la révolte populaire en Iran a complètement renversé le jeu, et lui s'est pris au jeu en disant « je vais vous aider ». Mais maintenant, comment le faire? Non, il a dit ça il y a 40 jours. Hein. Je vais vous aider. Oui, et donc voilà comment le faire. Et il a donc pris la décision de disposer, de mettre en place un dispositif aérien et maritime puissant, mais quelle est l'étape suivante? Va-t-il aller aux frappes
Or, s'il va aux frappes, là, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Que va-t-il sortir sur le marché pétrolier, par exemple, comme conséquence? Or, dans 7 mois, il y a des élections cruciales pour lui aux États-Unis. Et si le prix de l'essence à la pompe augmente de 15 ou 20%, ça va être une catastrophe. Déjà que sa popularité est en berne. Donc, voyez-vous, il y a des effets, je dirais, induits d'une intervention militaire américaine qui sont très difficiles à gérer pour lui. Il n'a pas vraiment l'initiative et donc il a en face de lui effectivement un pouvoir iranien très roué, très malin, qui est depuis 47 ans bien est à la manœuvre contre l'Occident, connaît parfaitement les forces et les faiblesses qu'il a devant lui, et donc Trump n'est pas habitué à cela. Ce n'est pas un homme de force. C'est un homme qui montre sa force, mais qui ne l'utilise pas. 24 heures à Caracas, vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc, une journée ou 37 heures pour bombarder les installations nucléaires iraniennes, et puis c'est tout, c'est fini. Tandis que là, de s'engager dans un combat de plusieurs semaines qui mène à une situation inconnue, eh bien, c'est une décision bigrement difficile, voire impossible à prendre. Et je pense que là, effectivement, il est dans une très grande difficulté stratégique, et le Pentagone aussi. Et il pourrait pas passer cette patate brûlante à Israël? Ça a été déjà le cas Israël avec le Rising Lion, n'est-ce pas, avec le oui, mais au mois de juin, c'était l'inverse, c'est-à-dire c'est Israël qui a commencé, les Américains qui ont suivi. Pourquoi ne pas faire le contraire? Alors, je pense que c'était le bon ordre, et si cet ordre-là doit à nouveau être mis en jeu, eh bien, il faut que ce soit dans le même ordre, parce que cela donne aussi vis-à-vis du pouvoir politique et de l'électorat américain une explication, allez, je vais oser le mot, une excuse pour intervenir et accompagner. Donc, les États-Unis ne seraient pas les initiateurs. Donc, alors que la stratégie israélienne de Tzahal, de stratégie préventive, n'est-ce pas, est une stratégie bien en place dans la psychologie et dans le savoir-faire d'Israël. Donc, c'est pas une difficulté de taper avant. Bon, donc là, je pense que les États-Unis sont vraiment, le pouvoir politique et militaire est dans une situation difficile. Une des solutions serait d'avoir préparé, mais ça ne semble pas être le cas, un nouveau soulèvement à l'intérieur. S'il n'y a pas cet effet de tenaille d'une intervention extérieure et d'un soulèvement intérieur pour finalement aller jusqu'au bout, à savoir faire tomber la tête du serpent, comme on le dit en sujet du pouvoir de la République islamique d'Iran, eh bien, il manque une composante, n'est-ce pas? Les bombardements extérieurs ne sont infiniment pas suffisants pour faire tomber le régime. Il faut que la chute du régime vienne de l'intérieur. Donc, seulement ce mouvement de tenaille de l'intérieur, des millions de personnes dans la rue, peut-être avec quelques armements, et puis une intervention extérieure, là, on a un dispositif géopolitique militaire qui tient la route. Eh bien, on va essayer de voir si effectivement, au cours des prochains jours, cela se confirme. En tout cas, pour ce qui est de l'Iran et de la Russie, en tout cas de ces équipements qui n'arriveront que dans quelques années. Pour l'instant, ça ne devrait pas modifier, comme vous nous l'avez dit, la donne. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir.